va maintenant passer deuxièmement au fait que la partie périphérique du poumon, le parenchyme pulmonaire périphérique, est constitué d'alvéoles égale des espaces aériens bordés par un revêtement épithélial. Tiens, une petite question d'embryologie pour voir jusqu'à quel point vous vous souvenez de l'année dernière, d'origine. Hein? Moins drôle soudainement. Hein? Vous verrez quand vous aurez 35 ans de plus, qu'on vous reposera la question comme ça. Bon, d'origine entoblastique. Bon. Des alvéoles bordés par un revêtement épithélial, mais très très fin, et un tissu conjonctif au niveau duquel vont venir, dans cette partie toute périphérique, les capillaires alvéolaires, capillaires qui appartiennent à la circulation artérielle pulmonaire, à la petite circulation. Au passage, je vous le redis, mais c'est une question d'anatomie et de physiologie élémentaire, vous savez que la circulation sanguine nourricière du poumon n'est pas la circulation, n'est pas la petite circulation. Vous savez que c'est la circulation bronchique. Très bien. Vous savez. Parfait. Histologie du poumon. Quand on voit une coupe de poumon, on voit ça. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu par la porte, j'aurais peut-être pas dû écouter, qu'on n'y reconnaissait rien ou qu'il y avait plein de trous, etc. Bon, vision tout à fait acceptable, mais peut-être un petit peu simpliste. Nous, on va dire qu'on y voit des espaces aériens. On ne va pas dire non plus que c'est comme un gruyère qui aurait beaucoup de trous, une éponge, même si la comparaison peu flatteuse est parfois utilisée. Non, on voit qu'il y a une trame qui est faite essentiellement d'espaces aériens, et donc physiologiquement, optiquement vide sur les coupes histologiques, mais que ces espaces aériens sont séparés à différents endroits par de fines cloisons. Et de telle façon que quand on regarde un tout petit peu mieux le parenchyme pulmonaire, le tissu pulmonaire périphérique, on voit que d'une part, il y a des zones avec des axes vasculaires un peu plus volumineux, ou même des bronchioles, et puis qu'il y a des zones plus aérées avec des canaux, de grands canaux comme ceci, et qu'annexé à ces canaux, il y a une multitude d'alvéoles, de petites unités élémentaires, plus ou moins polygonales, qui sont ce qu'on appelle les alvéoles respiratoires. Même si ça ne se voit pas toujours sur la coupe directement, il est évident que tout ça forme un réseau qui est d'un seul tenant, que l'air circule partout, repart, et que dans les cloisons circule le sang. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup en voyant des images comme ça pour comprendre la finalité du système, qui bien sûr est organisé et pour lequel on a cherché depuis fort longtemps en médecine, en anatomie, en microanatomie, à comprendre quelles étaient les unités fonctionnelles. Alors, je ne sais pas si en anatomie, on vous a parlé des lobules, du lobule de Miller, de Laguesse, des choses comme ça, non? Ils vous ont épargné ça, bon, ils ont sans doute bien fait. On va dire que nous, après qu'il y ait eu différentes systématisations de l'organisation pulmonaire, la tendance aujourd'hui est de décrire des unités qu'on appelle les acinis respiratoires, et que cet acinus respiratoire correspond par définition, c'est écrit sur la diapositive, hein, au territoire ventilé par une bronchiole terminale. Donc des espèces de petites unités fonctionnelles où une bronchiole terminale, je dis bien terminale, pas respiratoire, hein, tient sous le contrôle de sa ventilation ou correspond à un territoire plus périphérique qui obéit à une règle assez simple. À partir de la bronchiole terminale, il y a quelques générations, habituellement 3 de bronchioles respiratoires, c'est-à-dire de bronchioles sur lesquelles on voit que des petits alvéoles viennent se brancher directement dessus, puis des structures qu'on appelle même plus bronchioles, mais qu'on appelle canaux alvéolaires, et où sur 3 à 6 générations, on voit des canaux dont la paroi est totalement constituée d'alvéoles. En gros, le canal alvéolaire, c'est ça. Ce sont des espaces comme ceci. 1, 2, 3 ici. Là, il y en a un autre, ou peut-être 2 autres. Mais là, on ne voit pas de paroi de type bronchiolaire, on a l'impression effectivement qu'il y a des alvéoles partout. Et on appelle ça canal alvéolaire parce que c'est seulement à l'extrémité des canaux alvéolaires les plus distaux qu'on a l'impression qu'un sac d'alvéoles vient s'accrocher à l'extrémité du canal alvéolaire.
le sac alvéolaire s'accroche, est appendu, si on veut, à l'extrémité d'un canal alvéolaire. La zone de passage, l'entrée du sac alvéolaire, c'est ce qu'on appelle l'atrium. Dans ces acinis respiratoires, le point important, c'est qu'au-delà de la bronchiole terminale qui fait la définition de l'entrée dans la sinus respiratoire, tous les niveaux contiennent ces unités élémentaires de base qu'on appelle alvéoles et dont la définition est morphologique et fonctionnelle. Un alvéole respiratoire, c'est le territoire où la barrière air-sang est suffisamment mince pour permettre l'hématose. C'est donc une définition qui, bien sûr, s'accompagne d'une structure morphologique toute fine, toute simple, qui nous amènera à décrire dans quelques instants la barrière alvéolo-capillaire, mais surtout, c'est une structure qui physiologiquement permet les échanges. Là encore, la forme n'a d'intérêt que, pas pour vous embêter qu'on le décrit, mais la forme n'a d'intérêt que parce qu'elle est le support d'une fonction physiologique précise. Voilà une très belle préparation qui vient de la littérature, c'est pas moi qui l'ai faite, mais qui était de microdissection pulmonaire, où quelqu'un a disséqué un acinus respiratoire. Il a disséqué un fragment de poumon, comme ceci, et ici la bronchiole terminale, des divisions de bronchiole respiratoire, puis des canaux alvéolaires jusqu'au bout, et au bout de chaque canal alvéolaire, une petite zone arrondie ou à peu près arrondie, ici ou là, à laquelle est appendu un sac d'alvéoles. C'est ça qu'on appelle bronchiole terminale, bronchiole respiratoire, canaux alvéolaires, pour les éléments les plus distaux, atrium et sac alvéolaire. Et il y a plein de reconstructions comme ça qui montrent qu'effectivement, au-delà du territoire des bronchioles les plus distales, avec différents passages, on arrive à des unités périphériques où des sacs alvéolaires, des sacs de quelques alvéoles, s'ouvrent dans un atrium et vont vers les structures canalaires. Alors, pourquoi ce schéma? Pas seulement pour insister sur le fait qu'il y a une systématisation, qu'il y a une systématique qu'on peut imaginer, qu'on peut décrire, qu'on peut essayer de reconstruire sur des coupes, pour peu qu'on ait de la chance ou qu'on fasse des coupes serrées, mais parce que pour insister avec vous sur le fait que l'épithélium respiratoire va progressivement se transformer. On a dit que dans les voies les plus proximales, il y a une muqueuse respiratoire où le pseudostratifié est si lié avec ce que vous savez, ça mincit, que les cellules caliciformes disparaissent, que ça devient plus petit et que après, c'est là. Il persiste jusqu'à un niveau assez périphérique, quelques cellules cubiques, avec parfois même quelques cils, le long de la structure des canaux alvéolaires, les plus distaux, et même dans les cloisons qui séparent quelques alvéoles, on peut voir au sommet des cloisons qui séparent les alvéoles, dont on va parler dans un instant, des cellules un peu plus hautes que les autres, qui ont plus valeur de cellules de conduction que de cellules de la paroi alvéolaire. La limite, si tant est qu'il faille imaginer une limite conceptuelle, elle serait ici, à l'entrée des alvéoles, au sein même des sacs alvéolaires. Et c'est là qu'il y a fort longtemps, il a été décrit une petite cellule relativement claire au plan cytologique, c'est-à-dire que son cytoplasme apparaît clair avec les colorants usuels, qu'on appelle parfois cellule de Clara. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette cellule de Clara? Parce que il existe en pathologie des tumeurs qu'on appelle les cancers bronchiolo-alvéolaires, dont il ne me semble pas, mais je n'ai peut-être pas bien perçu ce qui a été dit tout à l'heure au cours d'avant, au travers de la porte, que j'ai déjà évoqué 2-3 fois, dont il ne me semble pas qu'on vous ait réellement parlé il y a quelques secondes, mais dont on dit qu'il s'agirait d'une forme particulière de cancer pulmonaire périphérique qui serait développée à partir de ces cellules qui sont plus des cellules du revêtement bronchiolaire que du revêtement alvéolaire, mais qui se développent quand même dans le tissu périphérique. C'est la seule raison pour laquelle je voulais vous parler de ça, du fait qu'il y a des cellules de type revêtement qui vont très loin dans l'organisation à l'intérieur même de la sinus respiratoire. Parce que, pour être honnête, au plan physiologique, au plan histologique, ce qui nous intéresse, ce sont les alvéoles. Des alvéoles, structure relativement petite,
qu'on voit ici à nouveau sur des vues de microscopie électronique à balayage. La microscopie électronique à balayage, pour être honnête, vous le savez sûrement déjà, en dehors de montrer des jolies photos pour faire plaisir à ceux chez qui l'esthétique l'emporte sur parfois le raisonnement, en dehors de montrer ça, ça n'a qu'un seul intérêt, c'est de montrer éventuellement des surfaces, des plans. Là, ça s'y prête particulièrement. On voit bien en faisant de la microscopie électronique à balayage sur du parenchyme pulmonaire ou sur du tissu pulmonaire périphérique, que là où il y a l'hématose, on a en fait une multitude de petits sacs, de petites pochettes polygonales, avec une paroi extrêmement fine. Il faut bien comprendre que partout où il y a les trous, c'est là où circule l'air, tandis que le sang, il circule dans des capillaires alvéolaires à l'intérieur ici de ce qui forme la paroi des alvéoles et qu'on appelle tout bêtement la paroi alvéolaire.